Je vous propose d'aller à la découverte du musée d'Yverdon et Région avec son directeur. Et avec lui, on va explorer le déploiement de l'offre au public. Vincent Fontana, je vous laisse la parole. Voilà, bonjour, merci. Merci Zelda, merci Nathalie, merci Marion pour cette invitation. Je vais vous présenter aujourd'hui un cas concret de transition numérique dans un petit musée. Je précise petit musée, pas par sa taille, mais par son équipe, mais je citerai une contribution d'hier de Madame Elisabeth Graville. La taille n'affecte ni la vision ni la stratégie. Par contre, elle affecte un petit peu l'envergure, évidemment, les moyens du projet. Je vous présenterai donc un projet de transformation numérique, hein, vous connaissez le fonds de transformation Covid-CERAC/OFC, que nous avons appelé déploiement numérique de l'offre publique, plutôt que transition numérique, pour la bonne et simple raison, je vous en reparlerai, que là c'est un peu le niveau zéro de la transition, puisqu'on partait de quasiment rien. J'aurai le temps d'en repartir. Donc on a surtout en fait construit de l'infrastructure. Aujourd'hui, j'aurai le temps aussi de le dire, on a terminé le projet, enfin dans 15 jours. On n'a pas rencontré de gros problèmes, mais il s'agit maintenant surtout d'implémenter du contenu dans ces nouvelles infrastructures. Alors un mot sur le musée d'Yverdon Région, je suis un peu le local de l'étape visiblement. Je remercie Marion et Nathalie de m'avoir invité, mais c'est aussi parce que le fonds de transformation a aussi financé le Museum Extended. Le musée d'Yverdon Région donc, est implémenté dans le château du XIIIe siècle au centre-ville d'Yverdon. Donc c'est un musée qui met en valeur à la fois un bâtiment, mais aussi des collections essentiellement archéologiques et historiques. Donc vous avez ici une vue d'une des principales salles. En fait, c'est un très gros musée en termes de collection et d'espace, malheureusement pas en termes de financement et de dotation de subventions. Alors la question qui se pose au moment disons, du départ de la crise sanitaire, c'est évidemment comment transmettre nos collections et nos projets au public, alors même que l'infrastructure, pour le coup, numérique est à peu près à l'état disons, de défaillance totale. Ici, on a une vision qui pique un peu de l'ancien site internet, qui lui-même est déjà, au moment de sa construction, obsolète, qui est construit sans outil CMS, donc il est quasiment que du codage. Et puis au moment voilà, du Covid, en fait, il est en panne. Et à chaque fois qu'on doit faire une modification, on doit passer par le webmaster, qui est un prestataire externe, qui nous fait une facture. Donc je vous laisse imaginer un petit peu les prix des factures web qui commencent à arriver en 2020. Donc évidemment, on a le projet très rapidement de mettre en place un fonds de transformation Covid, où on a l'idée non seulement de construire une infrastructure web, essentiellement un site, hein, c'est évidemment pas révolutionnaire, mais un site qui soit une plateforme qui puisse être développable à l'interne avec un outillage interne. Et puis surtout un site qui puisse être modulable et puis surtout qui puisse se développer dans différents types de technologies dont je vais parler en quelques mots très rapidement. Alors évidemment, le cahier des charges était assez clair et devait surtout tenir compte de nos besoins et de nos limites au musée d'Yverdon Région. J'ai simplement parlé de quelques-uns de ces besoins. La gestion des contenus en interne, hein, ça veut dire qu'en gros, de pouvoir implémenter et modifier les contenus, un outil qui soit évolutif, non pas complètement figé, et surtout une ergonomie d'accès pour les développeurs, en l'occurrence nous, avec les webmasters, et puis pour les publics, une implémentation de nouvelles technologies, c'est-à-dire implémenter des plugins, ce qui n'est pas possible dans un site sans CMS, et puis des outils de monitoring qui étaient à la base inexistants. Puis évidemment, le problème, c'est aussi le renouvellement de l'image de marque. Un vieux site internet, pour les visiteurs online, ça veut dire un vieux musée, du vieux personnel. Vous avez vu, je ne suis pas totalement vieux encore, et l'idée, c'était de montrer qu'on avait aussi des nouveaux projets, malgré le Covid et malgré la situation sanitaire. Alors les enjeux, c'était aussi qu'il n'y avait pas de contenu préexistant. En fait, on n'avait quasiment rien à montrer sur ce site internet, des très vieilles images. Bon, voilà, je l'ai dit, les lacunes de visuel de photographie, une charte graphique vieillissante, c'est toujours le cas, mais on essaie de réfléchir à comment faire un nouveau site alors qu'on n'a pas créé un nouveau visuel pour le projet du musée. Et puis, là, c'est plus problématique, à part la coquille de mon PowerPoint, une absence d'ontologie, c'est-à-dire on n'avait pas pensé au moment du départ du projet comment organiser le savoir sur ce site, comment implémenter la base de connaissances qui est celle d'un musée, l'organisation des collections, l'organisation des contenus scientifiques, etc., etc. Puis les contraintes, évidemment, sont celles d'un petit musée. On n'a pas de personnel dédié. C'est une des particularités du musée d'Yverdon Région à laquelle je travaille. Il n'y a pas de poste de communication.
un problème quand on crée un site internet, et puis des compétences à acquérir. Alors évidemment, c'est moi qui m'y suis collé parce que j'avais des petites compétences. On a quand même engagé quelqu'un qui a été formé sur le tas, de manière très performante d'ailleurs, et qui a pu effectivement, maintenant, qui est pérennisé d'une certaine manière, et qui a pu vraiment prolonger quelque part cette expérience du fonds de transformation. Alors, c'est un projet qui s'est développé en 3 axes, trois domaines spécifiques, avec 7 objectifs SMART, 7, disons, objectifs de réalisation. Le premier axe, c'était d'un nouvel outillage web. Là, c'est l'infrastructure à proprement parler, dont le site, mais pas seulement. Je vais en parler en quelques mots. Le deuxième axe, c'était de nouveaux formats de médiation, pas des contenus, hein, pas des choses aussi développées que ce qu'on vient de voir, par exemple, avec la Villa Le Corbusier. Vraiment des formats, en fait, simplement acquérir du matériel et un outillage presque, je dirais, cognitif et de compétences pour produire à l'interne des nouveaux contenus de médiation. Et puis le troisième point, le troisième axe qui est le plus chronophage, c'est un nouvel accès aux collections. Là, c'était de produire quelque part une base de données accessible online. Évidemment, vous connaissez un peu le domaine, c'est assez long. Alors le budget du projet en tout est de 77 804 francs, pour être précis, avec une participation propre de 28,6%, un peu plus que les 20% exigés par le fonds Covid, essentiellement en participation, disons, en temps de travail en interne, en l'occurrence essentiellement mon poste qui était dédié à quasiment à 20% pour le développement de ce projet. La durée du projet était donc de septembre 2021 à octobre 2022, donc il se termine dans une quinzaine de jours. Et puis on a pu engager une collaboratrice scientifique à 30%, et puis l'essentiel quand même des actes, enfin des prestations ont été fournies par des mandataires externes. Je dirais quelques mots, mais très rapidement, puisqu'ils ne sont pas d'ailleurs sur le site de Museum Extended, et c'est des prestataires qui ont été extrêmement précieux, avec lesquels on a pu travailler de manière disons, très ouverte. Alors un mot sur les deux objectifs du premier axe, qui sont évidemment la conception d'un site à la technologie réactive. L'ancien site étant un des gros problèmes du site, c'est qu'évidemment, il n'était pas réactif, il n'était pas responsive, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que sur n'importe quel objet autre qu'un ordinateur de bureau, il était totalement illisible. Alors l'idée, c'était qu'on avait évidemment envie de créer un site qui soit à la fois réactif, mais aussi assez joli, puisqu'on a des exigences graphiques en musée qui sont peut-être différentes de celles d'autres entreprises culturelles. Toujours est-il que l'idée, c'était de partir d'une page blanche complète, hein, il n'y avait absolument rien, disons, de domaine visuel à partir. Donc là, on a le projet, vous avez vu le projet des graphistes ici, qui étaient des graphistes à la base qui n'étaient pas dans le web design, et puis on avait d'autres prestataires, en fait, ça fait, disons, 2 mandats, un projet de construction de charte graphique et un mandat de web design. Donc les graphistes sont allés voir les web designers, se sont un petit peu battus et se sont tirés les cheveux pour créer un site qui correspond quasiment trait pour trait à la charte graphique de base, qui est assez rare. Quand on utilise un CMS grand public, en l'occurrence ici c'est WordPress, on a demandé expressément aux web designers de ne pas créer des nouveaux blogs pour des questions à la fois, disons, financières, donc de ne pas coder, si on veut, des nouveaux blogs, pour des questions financières, mais aussi d'obsolescence. Si on code des nouveaux blogs, potentiellement la mise à jour est plus longue et plus onéreuse, alors que si c'est des blogs existants, les mises à jour sont relativement simples et automatiques. Ah oui, puis sur le site, simplement un mot, on a implémenté, à part que le fait c'est un site tout à fait standard, hein, mais on a implémenté des éléments qui étaient pour nous très utiles. C'est un outil qu'on appelle blog ou actualité que vous avez vu sur le site ici, et puis un outil agenda qui marche vraiment comme un agenda de site qui n'existait pas avant, qu'on devait à chaque fois construire une page, à chaque fois qu'on devait annoncer un événement. Voilà pour le site qui justement dispose d'un outil de monitoring qui n'existait pas non plus avant. Alors je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez, hein, ici c'est Hexametrix qui dispose d'une version gratuite. L'un des enjeux pour nous, et peut-être pour les petits musées, c'est relativement facile de trouver des fonds d'investissement pour le développement numérique. Par contre, c'est beaucoup plus difficile d'augmenter les budgets de subventions standards pour la ligne communication. Donc, en gros, les abonnements, c'est une catastrophe puisqu'on peut injecter de l'argent une fois, mais c'est difficile de payer des abonnements. Donc, on essaie de trouver des solutions avec de l'open source ou des grosses usines à gaz comme Hexametrix qui ont des versions gratuites et de temps en temps, on se paye une version pro sur des gros projets de marketing. Voilà, sur la partie infrastructurelle, on a aussi développé donc, un outil de ticketing que vous avez ici à votre gauche et un outil webshop. Dans les deux cas, c'est vraiment la version low cost de ces propositions qu'on a choisies. On a fait des appels d'offres, etc. On a systématiquement choisi les versions les moins chères. Non pas, alors là, je ne fais pas l'apologie du cheap. Hein. C'était simplement pour dire, finalement, le low cost il est assez bien pensé dans le web design, en tout cas en Suisse. Là, en l'occurrence pour Infomaniac, c'est qu'il est éditable à l'interne de manière assez simple, avec un design relativement basique, mais au moins on peut le faire nous-mêmes. Et effectivement là, par exemple, pour le ticketing, c'est nous qui implémentons l'intégralité des nouvelles offres de ticketing. Pareil pour le webshop, hein, c'est simplement un plugin, en l'occurrence ici WooCommerce, et c'est nous qui renseignons l'ensemble du webshop.
Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les outils et les formats de médiation. Simplement, ce qu'on a fait, c'est acheter du matériel pour faire de la rediffusion, notamment, et de la captation numérique. Un petit peu ce que vous avez ici, mais en version encore, évidemment, beaucoup plus simple. L'idée, c'était de pouvoir retransmettre en direct des événements qui étaient, en fait, souvent annulés à cause du Covid. Donc, comme on en avait un petit peu marre d'organiser des conférences ou d'organiser des visites, de les annuler, on s'est dit, ben, simplement, on va les maintenir. Si le musée ferme, on les maintient en streaming. C'était aussi simple que ça, le format pilote de médiation. Ça nous a permis de créer une chaîne YouTube, pour le coup implémentée un peu dans notre galaxie, dans notre nouvelle galaxie numérique, et puis d'avoir effectivement des conférences qui soient en hybride, hein, en présentiel et en numérique, et puis de garder ensuite une chaîne avec une archive de ces conférences scientifiques. L'intérêt aussi pour nous, c'est qu'on a un musée d'archéologie et d'histoire, je ne l'ai peut-être pas dit. Et en fait, on a aussi un public, un bassin de public qui est de spécialistes internationaux qui ont effectivement du mal à venir en temps de Covid, mais qui viennent pas forcément tout le temps non plus en temps normal à Yverdon. Et grâce au fond à ces formats hybrides, on peut toucher nos publics, disons, naturels d'archéologues et d'historiens. Puis le dernier point pour terminer, c'est évidemment la question des nouveaux accès aux collections, qui était en fait le gros point de ce projet de transition numérique ou de déploiement numérique. Hein, c'est de créer deux objectifs, créer une vitrine virtuelle, une visite virtuelle 3D du château, puisque le problème du Covid, c'est que ça immobilise les publics qui ne peuvent plus venir dans les musées, et puis de créer une vitrine virtuelle des collections. C'est assez simple, hein, c'est simplement publier nos collections en ligne, ce qui n'existait pas. On n'a d'ailleurs même pas vraiment, je ne devrais pas le dire, mais on n'a pas vraiment d'inventaire performant, de base de données d'inventaire performant. On en a une, mais on ne peut pas la publier telle qu'elle. Donc voilà, on voulait créer une vitrine pour valoriser nos collections en ligne et donner accès au public à nos collections. Je ferai juste un point sur la vitrine virtuelle 3D. Alors vous connaissez hein, la technologie Matterport, j'imagine, qu'on a mobilisée ici, qui a l'avantage d'être simple et assez facile à mettre en œuvre, qui arrive ici. Donc je vous montre simplement la vitrine virtuelle, la visite virtuelle du château. Ce qui est intéressant avec Matterport, encore une fois, si ça va bien s'ouvrir, vous connaissez un peu, j'imagine, ces visites virtuelles 3D qui se sont hyper développées avec la crise sanitaire. C'est que, donc voilà, ça c'est le musée d'Yverdon Région implémenté dans ces châteaux du XIIIe siècle. Et puis ce qui est intéressant avec Matterport, alors l'ergonomie est relativement bonne, mais c'est qu'on peut implémenter ici une édition au fond de contenu en tout temps nous-mêmes. Je vous donne un exemple assez concret pour, en l'occurrence, le ticketing. Si on regarde la caisse du musée virtuel, eh bien, on a directement l'accès à acheter le billet. Donc, si vous voulez, ça fait comme une espèce de deuxième site qui, au fond, donne accès à toute notre architecture qui est assez difficile à implémenter sur un site standard qui est toujours un peu 2D. L'avantage d'une visite virtuelle 3D avec une implémentation comme ça de contenu, c'est qu'on peut donner de manière plus intuitive, à donner accès à des contenus un peu différents et surtout un peu plus profonds. Par exemple, ici, bon, on a le ticketing. Ici, on a accès au site internet basique que vous avez vu. Et puis ici, on a accès, par exemple, à l'audio guide. Donc ici, des contenus scientifiques plus précis. Et puis, deux choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais je vous en montre rapidement une. Le dernier, c'est la visite virtuelle des collections, la vitrine virtuelle des collections. Donc ici, voilà, c'est l'objet qui est en display dans notre accueil. On clique sur ce lien et puis là, on accède à notre base de données qui est en construction. Je précise que pour le moment, on a 12 objets qui est sur cette vitrine des collections. C'est très très peu, c'est très chronophage, hein, vous le savez, ces bases de données. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on a construit l'architecture. On peut la renseigner nous-mêmes de manière en fait assez facile. C'est des fiches. Et donc maintenant, le projet se terminant au niveau financier, donc la collaboratrice scientifique du projet a été engagée sur des petits mandats, mais elle va pouvoir continuer à travailler sur l'implémentation de ces fiches. Et au fond, maintenant qu'on a le squelette, on va pouvoir continuer à travailler sur les contenus. C'était un peu ça l'idée de la transition numérique, c'était à partir de rien, on va essayer de construire une espèce d'infrastructure, comme une espèce de squelette, qui va pouvoir ensuite nous donner la possibilité d'avancer dans ce déploiement numérique du musée. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie pour votre attention.